Bonjour et bienvenue dans cette sixième et dernière vidéo de la série Mouvement et Interaction consacrée au principe d'inertie. Alors on commence par un petit historique et en 1591, Galilée travaille sur la chute des corps et il montre que des billes de masse différentes arrivent au sol en même temps. Alors évidemment, il ne va pas plus loin que ça puisqu'il suppose aussi l'existence de forces de frottement pour expliquer un résultat différent qu'avait eu Aristote dans une expérience où il faisait tomber un gland et une feuille de chêne. Évidemment, ils n'arrivaient pas en même temps. Et pour Galilée, c'est dû aux forces de frottement. Et donc pour lui, sans force de frottement, tout arriverait exactement en même temps. Et cette expérience, elle a été réalisée et vérifiée en 1971 sur la Lune en lâchant un marteau et une plume. Et on vérifie bien que les deux qui n'ont pas du tout la même masse arrivent sur la Lune où il n'y a pas d'air en même temps au sol. Deuxième partie de cette histoire, en 1604, toujours en voulant travailler sur la chute des corps, mais comme la chute verticale est trop rapide, il travaille sur des plans inclinés. Il va découvrir cette fameuse loi de la chute des corps avec ce petit système ici. Donc il a mis des cloches pour écouter le moment où passe la bille sur son plan incliné. Alors pour nous, l'important, c'est ce qui vient après. Donc en continuant à travailler sur ces plans inclinés et sur des expériences avec des plans inclinés de nature différente, et aussi avec des pentes différentes, comme on peut le voir sur le schéma ici, il lui vient à l'esprit deux choses. La première, c'est qu'il observe que si le plan est très rugueux, la bille s'arrête rapidement. Par contre, si le plan est très lisse, la bille va parcourir une plus grande distance avant de s'arrêter. Et avec ces expériences, il acquiert la certitude que s'il n'y avait pas de frottement, la bille continuerait son mouvement indéfiniment. Ce qu'on peut voir sur l'animation ici. Et on se rend compte que dans la partie où la bille continue son mouvement, le mouvement va être rectiligne et uniforme. C'est à partir de là qu'il va énoncer donc la première formulation du principe d'inertie, qui disait à l'époque, tout corps possède une certaine inertie qui l'oblige à conserver sa vitesse, à moins qu'une force extérieure, une force de frottement par exemple, ne l'oblige à arrêter ce mouvement, c'est-à-dire à modifier cette vitesse. Alors cette loi sera reprise par Newton comme étant sa première loi, d'une façon un petit peu différente, en disant tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui et le contraigne à changer d'état. Alors dans une version encore plus moderne, on voit maintenant dans les livres tout objet placé dans un référentiel galiléen est soumis à des forces nulles ou qui se compensent, est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Alors voilà un exemple, par exemple, tant qu'on ne souffle pas dessus, la bille reste immobile, et une fois qu'on souffle dessus, elle se met en mouvement. On va revoir l'expérience, donc immobile, on souffle dessus, elle se met en mouvement, on continue à appliquer une force dessus, il va arrêter de souffler, voilà, et la bille continue son mouvement de façon rectiligne et uniforme. Donc cette expérience a été menée dans l'espace par un scientifique. Alors, la réciproque est vraie aussi. On parle de contraposé. C'est-à-dire que si un objet est au repos ou en mouvement rectiligne uniforme dans un référentiel galiléen, alors on peut en déduire qu'il est soumis à des forces nulles ou des forces qui se compensent. Alors, comment utiliser le principe d'inertie? Par rapport à ce qu'on a dit, on va voir qu'il y a quatre cas différents, hein. La première, donc, si le bilan des forces permet de montrer que les forces exercées sur un corps s'annulent, alors il sera possible de conclure à l'immobilité ou au mouvement rectiligne uniforme. Cependant, l'absence totale de force n'est pas possible à moins d'être éloigné de tout autre objet, hein, que ce soit une étoile, planète, satellite, même une chaise ou une table. On parlera alors de système isolé, mais c'est très rare. Donc, la plus souvent, on va avoir affaire à des systèmes pseudo-isolés, c'est-à-dire soumis seulement à des forces qui se compensent. Alors, même comme ça, la phrase qu'on vient de dire, elle n'est pas facile puisque la plupart du temps, on ne connaît pas toutes les forces exercées sur un corps. Donc, on utilisera plutôt le principe d'inertie d'une autre façon. Car si on sait que les forces exercées sur un corps ne s'annulent pas, alors il est possible de conclure que l'objet ne restera ni immobile, ni en mouvement, rectiligne et uniforme. Et il y a des cas où c'est facile, c'est les cas où il n'y a qu'une seule force. Donc par exemple, ici, c'était le saut de Félix Baumgartner à 40 km d'altitude. Là, il vient tout juste de sauter. Évidemment, il n'est soumis qu'à son poids, donc une seule force, et donc par conséquent, il ne sera pas en mouvement rectiligne et uniforme. Deuxième cas, l'action exercée par la Terre sur la Lune. Donc sur la Lune, il n'y a qu'une seule force qui s'exerce, et donc forcément, la trajectoire de la Lune ne sera pas rectiligne et son mouvement ne sera pas uniforme. On le connaît évidemment, il est circulaire.
Deuxième façon d'utiliser le principe d'inertie, cette fois-ci, la réciproque, c'est-à-dire si l'on sait qu'un corps est en mouvement rectiligne et uniforme ou au repos, alors il est possible d'en déduire que les forces qu'il subit se compensent. Quelques exemples. Un ballon posé sur le sol, il est immobile. On en déduira que les forces qui s'exercent sur lui, c'est à savoir son poids et la réaction du sol sur le ballon, vont se compenser. De la même façon, si la voiture ici avance de manière rectiligne et uniforme, on sait que les forces qui s'exercent sur elle, qui sont toujours son poids et la réaction de la route exercée sur la voiture, se compensent. Et enfin, si on a une montgolfière qui est en train de décoller verticalement avec une vitesse constante, de la même façon, on pourra dire que les forces qui s'exercent sur elle, qui sont son poids et la poussée d'Archimède, vont se compenser. Donc tout ça, évidemment, ça va être un moyen de trouver des caractéristiques d'une force inconnue à partir d'autres. Par exemple, pour le ballon, on connaît son poids, P égale mg, on ne connaît pas l'expression de la réaction du support. Mais comme les deux se compensent, on va pouvoir en déduire l'expression de la force de réaction du sol sur le ballon. Dernier exemple, si le mouvement n'est pas rectiligne et uniforme, ou évidemment pas au repos, on peut en déduire que les forces ne se compensent pas. Donc par exemple, ici, on a un lancer d'un ballon de basket. On voit bien que la trajectoire n'est ni rectiligne ni uniforme, puisque les distances ici entre les ballons sont différentes. On peut donc en déduire que les forces qui agissent sur le ballon ne se compensent pas. Alors ici, c'est facile puisqu'il n'y en a qu'une, hein. Deuxième exemple, on a ici la trajectoire d'une cabine d'une grande roue. On voit bien que la trajectoire est circulaire, donc elle n'est pas rectiligne. Elle est uniforme, ce mouvement, puisque la distance entre les points est la même, la vitesse va être constante, mais comme ce n'est pas rectiligne et uniforme, mais circulaire et uniforme, eh bien on peut en déduire qu'il y a bien une force qui s'exerce sur cette cabine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et le principe d'inertie. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.